On connaît tous cette histoire, non? Ces fameux personas B2B sur lesquels on passe des heures et qui finissent oubliés au fond d'un tiroir. Eh bien aujourd'hui, on va changer ça. On va voir ensemble comment construire des outils qui, pour une fois, génèrent de vrais résultats commerciaux. Allez, on y va. Alors, pour commencer, un chiffre qui frappe, vraiment, 71%. C'est le pourcentage d'entreprises qui cartonnent, qui dépassent leurs objectifs de revenus et qui ont tout un point commun, des personas bien ficelés, documentés. Alors non, ce n'est pas du tout une coïncidence, c'est la preuve, noir sur blanc, qu'il y a un lien direct entre la connaissance client et le succès. Oui, mais alors, c'est la question qui tue, non? Si c'est si efficace, pourquoi est-ce que tant de personas finissent par être complètement inutiles? Pourquoi autant d'entreprises galèrent à en tirer un vrai impact? C'est exactement ce qu'on va décortiquer, on va voir les raisons de cet échec et surtout comment faire pour l'éviter. Et pour bien comprendre le problème, rien de tel qu'un cas concret. On va faire la connaissance de Sam, un jeune ingénieur. Son histoire va nous permettre de rendre tous ces défis, beaucoup plus concrets. Alors voilà Sam, sa situation c'est un grand classique en B2B. Ce n'est pas juste un petit achat là, c'est beaucoup plus gros que ça. On parle carrément de la survie de sa boîte qui est en jeu. Du coup il faut s'imaginer la pression qu'il a sur les épaules, elle est juste énorme. Pour lui le risque il n'est pas que professionnel, il est aussi très très personnel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'enjeu pour Sam, il est profondément personnel. Il ne pense pas juste au bien de son entreprise, non. Il joue sa réputation, sa carrière carrément. Et c'est exactement ça, cette dimension émotionnelle, qu'on a tendance à complètement zapper en B2B. Bon, maintenant que le décor est planté, on peut s'attaquer au cœur du problème. On va décortiquer ensemble les erreurs les plus classiques, celles qui transforment un outil potentiellement super puissant en un simple document qui ne sert à rien. Alors, quels sont les coupables? Eh bien, les voilà. D'abord, on a la recherche bâclée. Ça, c'est le grand classique. Ensuite, les profils qui sont beaucoup trop vagues. On oublie aussi très souvent qu'il y a plusieurs décideurs, c'est une grosse erreur. Puis il y a la déconnexion totale avec les objectifs de l'entreprise. Et pour finir, le clou du spectacle, des personas qu'on ne met jamais à jour. On va regarder tout ça de plus près. Et on commence avec l'erreur numéro 1, la plus fondamentale de toutes. C'est celle où on construit ses personas en interne, comme ça au coin d'une table, en se basant uniquement sur ce qu'on pense savoir du client. Le résultat, ce n'est pas un portrait fidèle, c'est une caricature. Et une caricature, ça ne sert pas à grand-chose. Ce tableau résume bien le changement de mentalité nécessaire. Il faut arrêter de se focaliser sur les données démographiques un peu superficielles, du genre l'âge ou le poste. Non, ce qui compte, c'est de plonger dans la psychographie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comprendre les motivations profondes, les vraies peurs, les aspirations de nos clients. Et pour y arriver, il n'y a pas de formule magique. Il faut leur parler et il faut analyser les données qu'on a. Deuxième piège, oubliez qu'en B2B, une décision, ça se prend rarement tout seul. C'est presque toujours collectif. Alors si le persona ne représente qu'une seule personne, on passe à côté d'une énorme partie de l'équation. C'est là qu'intervient le fameux comité d'achat. Et cette image, elle est parfaite pour illustrer cette complexité. Le persona qu'on vise, en fait, ce n'est qu'un pion sur un échiquier bien plus grand. Il y a les utilisateurs finaux, les gens de la finance, les techniciens, et chacun, bien sûr, a ses propres intérêts, ses propres objectifs et son propre pouvoir d'influence. Si on ignore cette carte, c'est un peu comme se lancer dans la bataille les yeux bandés, sans aucun plan. Et ça, c'est exactement ce que Sam se dit dans sa tête. Il pense à ce fameux Richard. Richard, ce n'est peut-être pas lui qui signe le chèque à la fin, mais son opinion peut faire capoter tout le projet. C'est ce qu'on appelle un influenceur clé. Et un bon travail sur les personas, ça doit absolument permettre d'identifier et de comprendre tous les Richards de l'entreprise. Ok, on a bien vu les pièges à éviter. La question maintenant, c'est comment on fait pour ne pas tomber dedans? Eh bien, la solution, elle tient en quelques mots. Il faut une approche basée sur les données. La data, c'est la clé. Et attention, c'est un point super important. Il ne s'agit pas de choisir entre les données qualitatives et les données quantitatives. Non. La vraie magie, elle opère quand on combine les deux. C'est le mélange de la profondeur du quali et de la rigueur du quanti qui fait toute la différence. Pour faire simple, le qualitatif, ça nous donne l'histoire, l'émotion, le fameux pourquoi. C'est ce qui nous permet de construire de l'empathie. De l'autre côté, le quantitatif, ça nous donne les faits, les tendances, le quoi. C'est ça qui valide nos hypothèses de manière objective. Et vraiment, l'un ne va pas sans l'autre. Prenons un exemple tout bête. Les données quanti montrent que 30% des utilisateurs abandonnent leur panier. Ça, c'est le quoi. Mais c'est seulement en menant des entretiens qualitatifs qu'on découvre que c'est à cause d'un bouton qui est super mal placé. Et ça, c'est le pourquoi. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Voici un plan d'action simple, concret, pour construire des personas qui, cette fois, c'est promis, ne finiront pas aux oubliettes. Alors comment ça se passe? En 5 étapes clés. Première étape, on rassemble toutes les données qu'on a déjà. Le CRM, les analyses du site web, les retours des commerciaux, tout. Deuxième étape, on va parler aux gens. On met des entretiens avec de vrais clients, de vrais prospects, pour enfin comprendre leur pourquoi. Troisième étape, on prend tout ça et on synthétise.
On cherche des points communs, des schémas, pour créer des groupes logiques. 4e étape, on modélise. On crée une fiche super claire, d'une seule page, qui donne vraiment vie à ce persona. Et enfin, 5e et dernière étape, sans doute la plus cruciale, on partage. On aligne toute l'entreprise sur cette vision. Et voilà à quoi ressemble une fiche de persona qui marche vraiment. L'âge, le poste, on peut mettre ça de côté. L'important, c'est de se concentrer sur les buts et les défis, et surtout sur cette petite citation, cette phrase choc qui résume tout leur état d'esprit. C'est ça, le cœur du réacteur, c'est ça qui va guider toute la stratégie. Et pour finir, il faut absolument connecter tout ça au résultat. Parce que soyons clairs, un bon persona, ce n'est pas juste un bel exercice intellectuel. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil, un moyen hyper puissant pour aligner toute l'entreprise et au final pour accélérer la croissance. Allez, un dernier chiffre pour la route, 60%. C'est énorme. 60% du processus d'achat est déjà terminé, avant même qu'un prospect décroche son téléphone pour parler à un commercial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'essentiel de la décision se joue en coulisses, dans le silence. Et si on n'a pas une compréhension ultra fine du persona à ce moment-là, on est tout simplement invisible, on n'existe pas. Le véritable super pouvoir d'un persona, c'est vraiment ça, l'alignement. Fini les silos où le marketing, les ventes et le produit ont chacun leur propre vision du client. Avec un bon persona, tout le monde rame dans la même direction, avec la même boussole. C'est le point de départ de toute stratégie qui se veut cohérente et efficace. Et ça provoque un changement stratégique qui est fondamental. On arrête de penser en mode « voilà ce qu'on vend », on passe à une approche « voilà comment on résout leurs problèmes ». Ce n'est pas du tout la même chose. C'est la clé pour avoir une communication et une offre qui touchent vraiment les gens et qui créent de la valeur sur le long terme. Alors pour conclure, la question est simple. À qui s'adresse-t-on vraiment? Est-ce que la vision du client est basée sur la réalité du terrain ou sur de simples suppositions? La réponse, elle pourrait bien transformer l'entreprise. Merci de nous avoir suivis.